Jeudi 12 septembre 2019, il est 22 heures à Niamon et à Oulampan, c'est dans le département de Bignona. Le journal. Une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire des saisies records de drogue à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Mamadou Diop Decroix veut que la lanterne des Sénégalais soit éclairée. Le député a aussi déposé une question orale sur la table du gouvernement. Les parents d'élèves pas d'accord sur la manière dont le consensus a été trouvé pour le retour des filles voilées à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Aucune information sur les solutions retenues par le ministère de l'Éducation nationale et la direction de l'établissement scolaire. Déficit en denrées de première nécessité dans beaucoup de régions et une rupture de stock au niveau des usines. Les transporteurs jugent satisfaisant l'arrêt de travail observé depuis le 1er septembre dernier, une manière de contester les décisions du règlement 14 de l'UEMOA. Souleymane Ndéné Ndiaye enregistre le soutien de la section football de l'AS Saloum. Le président du club Fanion de Kaolack appelé à terminer son mandat. L'actualité des sports, ce sera avec Abdou Diouf Junior. Le tour du web, Fama John, nous serons dans le quartier vert de Youssouf Bodian. Bonne santé Salimata Aou, la chronique du jeudi, Abdoulaye Ndiaye. L'invité du soir avec Seynabou Pouy, présidente des femmes africaines pour le développement. Entretien avec Jo Maron sur la campagne nationale dénommée Secourir et mon premier geste. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. Mamadou Amar Ndiol. À la présentation, à la technique, Hassan Diouf, mesdames et messieurs, bonsoir. Le député Mamadou Diop Decroix demande la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire. C'est pour éclairer les récentes informations importantes saisies de drogue à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Il a également adressé au gouvernement une question orale sur ce sujet. Cela fait suite à la déclaration de Moustapha Cissé Lo qui demandait à être convoqué pour donner des informations. Mamadou Diop Decroix que nous écoutons, il est joint par Makumba Bey. Le président du Parlement de la CEDEAO et sa déclaration est suffisamment sérieuse pour que, évidemment, ça ne puisse pas être passé par le compte des pertes et profits. C'est la raison pour laquelle j'ai posé cette question, pour que le gouvernement puisse venir expliquer à la représentation nationale qu'est-ce qu'il compte faire par rapport à cette question et d'une façon générale les politiques publiques en matière de lutte contre la drogue. Le Sénégal est aujourd'hui une plaque tournante internationale de la drogue. Bon, j'ai également demandé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire parce que quand même cette saisie porte sur 250 milliards de francs CFA si ma mémoire est bonne et sans compter évidemment les autres saisies. J'ai profité de cette lettre pour féliciter la douane qui a fait un excellent travail et tous les Sénégalais en sont fiers. Cette annonce du directeur exécutif de l'Alliance nationale des communautés pour la santé, 20% des personnes qui utilisent la drogue par injection ont le sida ou la tuberculose. Il participait à la mise en place de la plateforme régionale sur la réduction des risques VIH et autres comorbidités chez les consommateurs de drogue. Massogi Tchandoum au micro d'Abdou Diouf Diagne. Ce programme va se terminer en décembre 2019 et nous avons pensé qu'il était important de capitaliser l'ensemble des acquis. Les statistiques en termes de prévalence au niveau de ces groupes-là, c'est des statistiques dans la région où on constate toujours que ces populations, c'est-à-dire les consommateurs de drogue injectables, ont des taux de prévalence qui tournent entre 12 et 20%. Alors que dans la moyenne nationale, les moyennes nationales de nos pays tournent généralement autour de 0,5 à 1 à 2%. Cela veut dire que ces populations-là ont des taux de prévalence du VIH-Sida 10 à 20 fois supérieurs à la population générale. D'où la nécessité de travailler au sein de ces populations-là pour leur offrir des services, que les populations qui sont extrêmement vulnérables puissent avoir des services de prévention, mais aussi de traitement.
La livraison de la Pointe-Sarène est prévue vers la fin de ce mois. C'est un communiqué de la présidence de la République qu'il fait savoir. Un programme de révision pour une meilleure sécurité des vols bientôt en cours. Des informations sur l'immobilisation de l'avion présidentiel, l'avion de commandement Pointe-Sarène. Un programme de maintenance défini par le constructeur prévoit des visites périodiques. Il s'agit d'une check à tous les 4 mois, d'une check C tous les 24 mois et d'une check 6 tous les 6 ans et enfin d'une check 12 tous les 12 ans. Aux HLM, le pan d'une maison et une boutique construite sur le collecteur de Anfan ont été détruits pour une sécurité des occupants. Selon le directeur de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, aucune indemnisation ne s'impose puisque les concernés ont construit sur la voie publique. Lansana Ganissaro précise que d'autres maisons sur le collecteur vont connaître le même sort. Il est au téléphone avec Seydou Nourouba. C'est des destructions de pans de maisons, pas des maisons complètes. Est-ce que les propriétaires de la boutique et de la maison peuvent s'attendre à être indemnisés? Indemnisation, on peut voir comment aider, mais on ne peut pas parler d'indemnisation si vous construisez sur la voie publique en réalité. Donc, ce terme ne s'y est pas, mais on peut regarder éventuellement, sans aucune obligation, je le rappelle bien, sans aucune obligation, s'il est possible d'accompagner ces gens. Mais il ne peut pas y avoir d'indemnisation parce qu'il s'agit d'espaces publics qui ne devaient pas être occupés. C'est chez eux, une, c'était carrément une boutique elle a été complètement enlevée. Une, c'est une maison, il y a un pan qui a été enlevé. Mais dans tout ce que vous voyez, c'est que c'est des espaces publics sur lesquels le collecteur passe et les gens ont construit dessus. Et comme je dis encore une fois, il faut aller plus loin ce qu'on va faire, voir les zones où le collecteur est carrément amputé et détruire. Il ne s'agit pas de détruire pour détruire, mais il s'agit de détruire pour protéger les populations, parce qu'il s'agit d'un problème de sécurité publique. Après, on va naturellement aller plus loin. J'ai rencontré le collectif. Il existait bien un collectif qui travaillait sur le projet du collecteur Anfan, des habitants, les sensibiliser un peu plus et voir maintenant quelle sera la prochaine étape. Mais nous sommes obligés de trouver une solution. Et parfois, il faut casser des œufs et on va faire des omelettes. RFM, partout, tout le temps. Je vous le disais en titre, affaire du port du voile à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Des parents d'élèves voilés dénoncent leur non-implication dans le consensus entre le ministère de l'Éducation nationale et la direction de l'école. Ils disent ignorer les conditions de reprise des cours par leurs enfants. Écoutons l'un d'eux, Lamine Djemé. En toute sincérité, je ne peux même pas donner mon avis sur cet accord parce que je ne suis au courant de rien, que ce soit moi ou mes autres collègues parents d'élèves. Aucun parent ne peut aujourd'hui vous dire cet accord, comment il est libellé, de quoi il s'agit exactement, quels sont vraiment les points importants que le ministre a pu trouver avec l'école. On n'en sait rien. Pour le moment, on attend qu'on nous édifie sur l'accord pour qu'on sache est-ce que nous vont être acceptés correctement avec quel type de foulard, parce que nous ne savons pas de quel type de foulard on parle. Bon, voilà le problème. Donc aujourd'hui, on en est là. On s'est concerté entre nous, mais malheureusement, aucun parent ne peut aujourd'hui dire exactement l'accord, comment il a été libellé et quels sont vraiment... voilà. Vous n'avez pas été contacté? Nous n'avons pas du tout été contactés. En toute sincérité. À l'instant, Lamine Djemé, un parent d'élèves voilés à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Les revendications de l'Association nationale des enseignants en éducation physique et sportive. La formation diplômante, l'intégration des maîtres d'éducation physique au nombre de 178 et le recrutement des 78 élèves professeurs sortants. Ces enseignants étaient en tournée nationale de sensibilisation et de mobilisation en prélude à la marche nationale du 17 septembre prochain à Dakar. Abdou Dia, le président de l'association, au micro de Mohamed Nabissila. L'objectif de cette marche est d'attirer l'attention des autorités, à savoir le ministère des Sports et le ministère de la Fonction publique, en vue de la modification du décret 2018-803. Nous voulons aussi l'intégration dans la fonction publique des 81 sortants du CNEPS détenteurs du CAPSIM EPS. Nous voulons aussi le recrutement des 178
restant des 5 promotions du CNEPS et aussi le reversement des maîtres d'éducation physique et sportive dans le corps des PC et MG. À travers cette marche, nous voulons aussi que l'État puisse ouvrir le concours professionnel des inspecteurs de la jeunesse et des sports, le recrutement des stagiaires de l'IGB, relancer puis terminer la formation diplômante des vacataires et des professeurs contractuels en EPS, faire la visite médicale de tous les élèves avant le démarrage des cours et enfin faire en sorte que les PEPS puissent continuer leur formation en doctorat. Et je profite de cette visite pour lancer un appel à tous les enseignants du Sénégal, tous les enseignants d'EPS, en vue de leur participation à la marche nationale prévue le 17 septembre prochain à Dakar. L'Association nationale des enseignants en éducation physique et sportive était à Saint-Louis. L'alphabétisation, la petite enfance, l'éducation de base des jeunes et des adultes, les DARA, entre autres sous-secteurs de l'éducation négligés, c'est l'avis de certains acteurs de l'éducation. D'après eux, il faut un modèle plus attractif et mettre les moyens nécessaires pour attirer les investisseurs. Ils l'ont fait savoir cet après-midi lors d'un panel de prise en compte des sous-secteurs négligés de l'éducation et de la formation. C'était autour du thème du concept non-vacances pour l'école. Le compte-rendu de Mamadou Oumarba. Le constat de Gorgui Sow, consultant et membre fondateur de la COSIDEP, est que les sous-secteurs de l'éducation souffrent d'un sous-financement criard. On vous a dit tout à l'heure dans la salle que pour l'alphabétisation, vous avez moins de 1% des dépenses de l'éducation investies dans le domaine de l'alphabétisation et de l'éducation des jeunes, l'éducation de base des jeunes. Donc c'est 0,18%. La directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, Thérèse Faye Diouf, a salué cette initiative de la COSIDEP. Elle soutient que l'éducation a toujours besoin d'être renforcée. Pour atteindre les objectifs liés à la qualité, à l'accès et autres, nous sommes dit qu'il faut renforcer les sous-secteurs de l'alphabétisation dans le système éducatif. Aujourd'hui, on a toujours besoin d'être renforcé. Négliger les DARA, c'est encourager la violence de manière générale, selon Cheikh Tahir Fall, représentant des écoles coraniques. La source des violences dans le pays, surtout dans la religion, c'est tout simplement parce que les écoles coraniques sont négligées. Elles ne sont ni financées par l'État ni par les parents, encore moins par la communauté. La salle qui a abrité la rencontre porte désormais le nom de Amadou Wade Diagne, un hommage rendu à un acteur clé de l'éducation nationale, selon la COSIDEP. Il est 22h passé de 12 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de Ngidjilogne. RFM, la radio de toute l'actualité. RFM Soir. RFM Soir. Mamadou Amardion. C'est l'une des actualités de cette édition. Le collectif des acteurs du transport terrestre évalue son arrêt de travail depuis le 1er septembre dernier. C'est en guise de protestation des mesures du règlement 14 de l'UEMOA. Après plus d'une dizaine de jours, les transporteurs disent avoir constaté un déficit en denrées de première nécessité dans plusieurs régions du pays et une rupture de stock dans les usines. Ils menacent de durcir le ton avec le Magal de Touba en octobre prochain. Rassemblement à Sendou en présence de notre reporter Abdou Diouf Diagne. Il n'y a pas toutes les dispositions. Déjà, le tarif, il faut un bureau de fret avec un tarif en cadre. Si le tarif est résolu avec toutes les mesures d'accompagnement, nous appelons du demain. Parce qu'en chargeant, nous saurons que nous avons chargé pour avoir un résultat bénéficiaire. Et puis il y a des incongruités dans le règlement 14. Voilà autant de raisons qui ont poussé les membres du collectif des acteurs du transport terrestre à observer un arrêt de travail. 10 jours après, c'est le moment de procéder à une évaluation. Selon Morsourang, le combat commence à porter ses fruits. Nous avons vu que dans les régions, il y a certaines régions qui commencent à accuser un déficit de denrées alimentaires. Il y a des usines qui m'ont contacté pour me dire qu'ils n'avaient plus de quoi travailler dans leurs entrepôts. Et dans la région du fleuve, il y a une usine qui est en rupture de stock. Tout ça impacte. S'ils ne l'ont pas évalué, nous l'avons évalué parce que c'est nous qui rendons le service. Malgré les conséquences économiques, ils n'ont reçu jusqu'ici aucun appel des autorités, déplore le coordonnateur du collectif. S'ils peuvent attendre, on peut, mais que les Sénégalais sachent que nous ne sommes pas dans des dispositions de guérilla ou quoi que ce soit. Nous sommes des personnes responsables. Nous apprécions toutes les décisions à leur juste valeur. Depuis dimanche, on ne nous a pas appelés et aucun transporteur ici au syndicat ne vous dira qu'ils les ont appelés. Que les Sénégalais prennent acte. Morsourang et ses camarades se veulent clairs. Ils ne sont pas contre le règlement 14, mais ils souhaitent que les autorités y apportent des rectificatifs. RFM Rufisque,
Abdou Diouf Diagne. Nous parlons du chapitre éducation avec l'inspecteur d'académie de Pikine, Guédiawaye, qui se prononce sur la suppression annoncée du certificat de fin d'études élémentaires. Le CFE, Ganasen, juge impertinente cette idée et plaide pour une autre alternative pouvant maintenir les élèves dans le système. Il a également réagi aux accusations de détournement de 25 millions de francs CFA destinés à la réhabilitation de l'école CMT, ex-CMT de Diourbel, portée contre lui par le comité de gestion à Diourbel alors qu'il était en poste dans la région. Sa réponse, nous allons l'écouter tout de suite. Ganasen qui est interrogé par Salisso, par Nongoka. Non, ce n'est pas pertinent parce que, vous savez, le certificat de fin d'études élémentaires, c'est un diplôme, comme le BFM, comme le baccalauréat. Donc, dans l'architecture vraiment du système d'évaluation du Sénégal, le certificat de fin d'études élémentaires doit être maintenu. Pour plusieurs raisons, parce que c'est le premier diplôme de l'élève. Donc, il n'y a pas de raison à le supprimer. Maintenant, peut-être, on pourrait réfléchir à des alternatives pour voir dans quelle mesure, en tout cas, les élèves pourraient continuer leur cursus scolaire. Mais la suppression du certificat de fin d'études n'est pas pertinente, d'autant plus qu'il y a même des candidats libres. Il y a même des structures aujourd'hui qui exigent le certificat de fin d'études élémentaires pour être recrutés. Donc c'est une mesure qui ne me paraît pas du tout pertinente. Monsieur l'inspecteur, avant Dakar, vous étiez dans la région de Diourbel, n'est-ce pas? Oui. Alors vous êtes cité dans une affaire de détournement ou supposé détournement de 25 millions de francs CFA du ministre Ali Ngouille Ndiaye. Que répondez-vous à ces accusations? Cette page est tournée pour moi et je ne peux pas répondre à cette question. 6 000 pots ont été immergés à Guéréo, Dakar, Mbour, Fatick et Rufisque. Le réseau national des conseils locaux de pêche artisanale et les autorités veulent, à travers cette technique, garantir une gestion durable de l'espèce et la création d'emplois. L'espèce ciblée est la poulpe, selon le directeur adjoint en charge des pêches, Sidia Diouf, au micro d'Abdourahmane Diallo. Il s'agit d'une journée de lancement d'immersion de peau à peau qu'on peut qualifier de récif artificiel. Les difficultés ou bien les problèmes qui ont été enregistrés au niveau de cette pocherie, c'est qu'il n'y avait pas assez d'habitat pour permettre la reproduction de cette espèce. Donc, à un certain moment, les gens ont pensé qu'il fallait réhabiliter les habitats, mais avec un matériel non polluant, c'est-à-dire avec des pots fabriqués à base de sable pour ne pas polluer le milieu marin. Et la réhabilitation de cet habitat qui vont permettre la reproduction de cette espèce qui est le poulpe. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a une appréciation positive des acteurs de cette activité parce que la pêcherie de cette espèce est devenue permanente. Durant toute l'année, les gens capturent du poulpe. Avant, c'était peut-être périodique, peut-être pour une période de 3-6 mois, mais aujourd'hui, au niveau de la petite côte, quand même, il y a une activité qui est permanente. 19 000 pots ont été commandés. Il y a 5 000 pots pour la région de Dakar. Il y a 2 000 pots pour le département de Fatick, à Djiffer, Palmarin. Et le reste, c'est dans le département de Mbour. Le coût global, c'est 17 millions. À l'instant, Sidia Diouf, le directeur adjoint en charge des pêches au ministère, bien entendu, des pêches et de l'économie maritime. 22h18. Bonsoir Abdou Diouf Junior. Bonsoir Mamadou Amardion. RFM Sport. Football Kaolack, la section foot de l'AS Saloum apporte une réplique aux supporters. Ces supporters de l'AS Saloum demandent le départ du président Souleymane Ndéné Ndiaye. Les membres de la section football prennent leur contre-pied. Ils comptent accompagner le président de l'AS Saloum jusqu'à la fin de son mandat et demandent aux supporters de revenir à de meilleurs sentiments. Nous écoutons à ce propos Babacar Thioune, vice-président de la section football de l'AS Saloum avec Ibrahima Diamé.
Aujourd'hui, l'ASC Saloum, la subvention de l'année dernière, jusqu'à présent, on ne l'a pas reçue. Les gens doivent se demander avec quels moyens, n'est-ce pas, l'ASC Saloum a pu tenir toute la saison. Un club qui n'a pas de subvention municipale, qui ne vit que, n'est-ce pas, d'appui et de soutien, et comme il a dit, émanant de Souleymane Ndéné Ndiaye, de Ali Mané, n'est-ce pas, de quelques mécènes, je crois que c'est là le clou du problème. En tout cas, nous, membres de section de football, la section de football de l'ASC Saloum, nous réitérons notre soutien et notre engagement auprès du président Souleymane Ndéné Ndiaye, qui est le président légitime de l'ASC Saloum pour un mandat de 4 ans. Malgré les contre-performances dont on fait allusion. Bon, les contre-performances, je crois que nous avons expliqué tout de suite. Peut-être ce ne sont pas des contre-performances. Parce que prendre une deuxième place dans un championnat, je crois que ce n'est pas une contre-performance. Je l'ai dit, on peut avoir des moyens, on peut avoir toute une organisation. En général, à la fin, il y a ce qu'on appelle les coups de chance. Mais véritablement, nous sommes en train de nous organiser. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de nous organiser à tous les niveaux pour que véritablement, en tout cas, d'ici 1 an ou 2 ans, Inch'Allah, le Saloum sera en Ligue 2 via la Ligue 1. On reste sur la même discipline, le football, mais on change de club, Abdou Diouf Junior, pour parler cette fois-ci du Casa Sport qui fête ses 50 ans. Ce sera le 14 septembre, à partir du 14 septembre plus exactement, que le club fagnon de Ziguinchor aura 50 ans. Le Casa Sport a été créé le 14 septembre 1969. Le club va marquer le cinquantenaire par une série d'activités dans plusieurs localités du pays à la rencontre des supporters. La conférence de presse de lancement du cinquantenaire a eu lieu à Ziguinchor. Seydou Sané, président du Casa Sport, répond aux questions de Lamine Ba. Faudrait-il rappeler que le Casa est né au cinéma Vox ici à Ziguinchor le 14 septembre 1969. Aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre qui consacre son 50e anniversaire. C'est le moment pour nous de fêter cet anniversaire, mais aussi de montrer et de démontrer l'histoire et le moment fort qui ont marqué la vie de ce club. Aujourd'hui, nous avons lancé officiellement les 50 ans du Casa Sport, mais le 14, nous avons déjà au programme à Dakar, parce qu'il faut le dire, que nous sommes en train de lancer ces 50 ans dans tout le Sénégal. Il ne s'agit pas seulement de Ziguinchor. Les supporters du Casa sont un peu partout dans la diaspora, au niveau des régions du Sénégal, à Ziguinchor, même si le Casa a son degré affectif le plus important à Ziguinchor, mais cela ne cache en rien la dynamique des autres supporters qui sont dans les régions du Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle nous allons organiser le 14 une activité de rencontre et de partage sur les nouvelles règles de l'arbitrage. Et le lendemain, le dimanche, nous allons faire une randonnée, mobiliser 1000 personnes. Non seulement nous supportons, mais nous aussi nous sommes des sports. Après ça, nous allons faire dans les autres régions. Nous avons une activité commune avec la Linguère de Saint-Louis qui va organiser aussi ses 50 ans. Et nous pensons pour l'axe nord, organiser une activité à Saint-Louis avec les supporters qui sont à Saint-Louis, qui sont à Dara, qui sont à Louga, qui sont à Richard Toll, pour qu'ensemble nous puissions nous retrouver pour communier et montrer que le Casa appartient à tout le monde. Football, phase nationale des Navétanes, le président de l'ONCAV tire un bilan positif. Amadou Kane se réjouit de toutes les activités organisées à Louga dans le plus grand calme malgré l'affluence. C'est un record. Il n'y a pas eu de violence ni de difficultés majeures. Amadou Kane, président de l'ONCAV, je vous propose d'écouter. Un bilan positif. Durant 21 jours, nous avons pu réunir 34 équipes seniors, 17 équipes cadettes. Nous avons pu organiser des théâtres avec 5 troupes. Nous avons pu organiser une université du Navétane avec pour thème citoyenneté active au service du développement. Nous avons pu héberger 200 délégués durant 21 jours. Nous avons pu faire de manière que plus de 10 000 Sénégalais puissent effectivement venir fréquenter nos manifestations. Se fondant sur cela, on peut dire sans se tromper que le bilan est positif. Donc nous avons eu à organiser des phases nationales qui ont quand même battu le record de popularité. C'est à peu près 58 000 personnes qui ont eu à fréquenter les différents matchs que nous avons organisés. En senior, on a organisé au moins 68 matchs avec 121 buts, au moins 2 buts par match. Par rapport aux cadets, nous avons eu à organiser 68 matchs aussi avec un ratio de 2 buts par match. Quand on arrive à ce niveau de compétition, c'est rare qu'on rencontre des faits de violence. Très rare. Et il n'y en a pas eu durant ce tournoi-là. Donc aujourd'hui, je pense qu'à tout point de vue, on peut dire que le bilan est très positif. Très positif, on ne veut pas dire qu'on est parfait. Il est évident qu'il y a toujours des choses qu'on doit améliorer. L'année dernière, on était à 28 équipes. Cette année, on est à 35. L'année prochaine, nous ambitionnons d'avoir un tournoi de 50 équipes parce que nous sommes 6 000 associations sportives et culturelles qui sont dans les coins les plus reculés. On avait dit 17 jours. Finalement, on a fait 21 jours. Même si, du point de vue financier, on n'avait pas bouclé le budget,
Les phases nationales des Navétanes ont été clôturées samedi dernier, 7 septembre. L'ASC Yamatogne de Ziguinchor a été sacré chez les seniors. Yamatogne avait battu Ersan de Thiès par 2-1. Ligue africaine des champions, GF et sa dégénération foot et Zamalek face à la Presse demain. La rencontre est prévue à 10h au stade Lat Dior de Thiès. C'est sur ce même terrain que les deux équipes vont s'affronter samedi dans le cadre de la manche allée du second tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Football en Europe, France, Habib Beye intègre le staff de Poissy. L'ancien défenseur international sénégalais poursuit sa reconversion. Il est officiellement membre du staff technique de Laurent Fournier. Poissy, un club français de National 2, a fait l'annonce ce samedi. Le consultant de Canal+ n'a jamais caché son intention de devenir entraîneur de football. Habib Beye, un fervent supporter de l'Olympique de Marseille, dont il a été défenseur latéral droit. Mamadou Amar Diallo. Oui, et capitaine aussi, nous parlons des arts martiaux avec le Jiu-Jitsu qui renforce les capacités des agents de sécurité en self-défense. La fédération prépare les championnats militaires et paramilitaires prévus le 28 septembre prochain. Elle a également en ligne de mire la Coupe des arts martiaux de la ville de Dakar le 5 octobre. Sensei El Haji Yerim Tchoub, directeur technique national du Jiu-Jitsu, est joint par Omar Mbou. C'est une méthode d'autodéfense, self-défense avancée. C'est pour les agents de sécurité. C'est comme d'habitude. Parce que en Europe, tout le monde utilise la méthode de base d'autodéfense. Les compétitions à l'horizon, c'est les championnats militaires paramilitaires. Donc je suis le chef de division militaire paramilitaire de la Fédération sénégalaise de karaté. C'est le 28 septembre, mais le 5 octobre, il y a la Coupe des arts martiaux de la ville de Dakar. Basketball, pour terminer, Abdou Diouf Junior, mondial masculin en Chine. Les demi-finales se jouent ce vendredi. À 8h, l'Espagne reçoit l'Australie. France-Argentine est prévu à 12h. Un match de classement, les États-Unis ont été battus ce matin par la Serbie, 89-94. La Pologne a également perdu face à la République tchèque, 84-94. La suite samedi. Merci Abdou Diouf Junior. Nous avons parlé de football, d'arts martiaux et de basketball. Vous avez été complet. Le tour du web sur RFM. Fama John. Bienvenue. Affaissement du collecteur de l'ONAS. 3 pans de maisons ont été détruites aujourd'hui, renseigne dakaractu.com. Le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb, a précisé que des sommations d'usage ont été délivrées aux propriétaires concernés pour pouvoir procéder à la libération des emprises. Selon toujours Dakaractu, s'agissant de la possibilité d'indemniser ou d'apporter une quelconque subvention, le préfet affirme qu'il n'est pas dans une posture d'indemnisation et que force restera à la loi. Senweb est revenu sur ce qu'il convient d'appeler l'affaire Niakharanlo, le site d'informer que le Parlement de la CEDEAO a réagi. Et sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, Moustapha Cissé Lo, président du Parlement de la CEDEAO, déclare, je cite, « Je suis le président du Parlement, j'invite qui je veux ». Fin de citation. La réplique du SYNPICS ne s'est pas faite attendre. Dans un communiqué, le syndicat a réitéré sa décision de faire parvenir la note de protestation aux instances et autorités habilitées pour dénoncer ce qu'il appelle une carence. La police sénégalaise est classée 4e meilleure police d'Afrique. Information à lire sur budset.com. Et selon nos confrères, la police sénégalaise se positionne derrière le Botswana, le Rwanda et l'Algérie. Le classement établi par l'Indice national de la sécurité intérieure et concerne 30 pays. Terminons ce tour de web par du sport. La descente aux enfers de la team des États-Unis se poursuit à la Coupe du Monde, renseignent nos confrères d'IGFM. Ils se sont inclinés face à la Serbie, score 94-89, une défaite qui survient après celle concédée contre la France, rappelle le site du groupe Futur Média. Le tour du web, c'est fini, à demain. Merci Fama John. Nous entrons dans le quartier vert de Youssouf Bodjan. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue.
Des filaos pour stopper l'érosion côtière à Djembérin. Plus de 5000 arbres plantés sur un linéaire de 10 km. Une initiative du Conseil régional de la jeunesse. La correspondance de Lamine Ba. Ils sont une centaine de jeunes au total à répondre à l'appel de détresse du maire de la commune de Djembérin émis en juin dernier et relatif à l'érosion côtière qui menace sa commune. Ces jeunes ont reboisé 5200 espèces de filaos représentant 5 hectares. Dambé est le chef du camp du reboisement de Djembérin. Notre objectif de départ était d'implanter 5000 plants et nous sommes arrivés au terme avec 5250 plants. Donc nous avons un surplus de 250 plants. Donc nous pouvons dire que nous avons largement atteint en tout cas nos objectifs de départ. Nous avons essayé d'estimer ça en termes d'hectares. Globalement, nous pensons pouvoir dépasser les 5 hectares parce que nous avons planté des plants avec des écartements de 3 mètres, de 3 mètres sur 3 et en largeur de 50 mètres. On est parti pratiquement de Djembérin allant vers Cap et revenir maintenant de l'autre côté pour aller vers Nikin. Donc par rapport à ceux qui habitent là-bas, ils sont dit qu'on est arrivé pratiquement à moins de 2 km de Nikin. Leur unique préoccupation, ralentir l'avancée de la mer qui menace le littoral de la commune de Djembérin, explique Dambé. Nous avons remarqué avec le maire que la mer avance très très vite dans cette zone ou par ailleurs dans les autres parties du Sénégal où on estime à 2%. À Djembérin, pratiquement ça avance à 60 mètres par an. Donc il était dit sous l'instruction du gouverneur d'organiser un camp de reboisement. Et ce qui a valu qu'aujourd'hui nous avons organisé les jeunes pour faire cette activité-là. Donc on a implanté les filaos là-bas. Le filao en tout cas permet de fixer le sol, d'autant plus qu'il a des racines en tout cas un peu larges, mais également selon ses feuilles également, ça permet également de permettre de telle sorte que aussi quand il y a l'érosion côtière, l'eau n'amène pas le sol, mais également l'érosion éolienne aussi n'amène pas le sol. Les jeunes de Ziguinchor comptent entreprendre d'autres actions similaires pour faire face à l'érosion côtière qui menace aussi d'autres localités de la région. Lamine Ba, la plantation de filaos devrait permettre de stabiliser la morphologie du littoral, une initiative saluée par le maire de Djembérin, Tombonkeya. C'est tout à fait important parce qu'il y a quand même un regain de prise de conscience aujourd'hui sur la vulnérabilité de la Casamance littorale. C'est pertinent parce que tout simplement ça nous donne toujours un peu les possibilités de rester dans les tempos ou la même logique d'interpeller l'État et en même temps ses partenaires bilatéraux comme multilatéraux. Aujourd'hui, c'est une activité de reboisement que nous faisons parce que tout simplement l'espèce privilégiée c'est le filao. Vous savez, la force du filao c'est que depuis donc ses feuilles jusqu'au système racinaire plutôt permet de fixer les dunes. Aujourd'hui c'est la dune on va dire de Djembérin en passant par Nikin jusqu'à Cabrousse qui permet de stabiliser un peu les morphologies littorales. Des propos recueillis par Lamine Ba. En Bourg, une centaine d'arbres plantés dans des écoles où l'éducation environnementale doit être introduite. Un plaidoyer du service des eaux et forêts. Nous retrouvons en Bourg Abdourahmane Diallo. Après avoir initié des cours de vacances, le mouvement Agir avec Makid pour le développement de Mbour a entamé un reboisement dans des différentes écoles de la commune. Cheikh Issa Sall, président du mouvement Amdem. Nous sommes en période d'hivernage. Il y a des inondations, il y a beaucoup de chocs environnementaux que nous constatons. Et nous sommes également avec un pouvoir qui prend l'environnement comme secteur prioritaire avec beaucoup d'initiatives et de programmes pour rendre résilient notre pays. Cette action est supervisée et appuyée par les eaux et forêts. 150 arbres ont été reboisés. Capitaine Bintandia Sissé, chef du secteur des eaux et forêts de Mbour. Au niveau des écoles, il est nécessaire aujourd'hui d'intégrer l'éducation environnementale qui est une branche très intéressante. Et on sait que le reboisement au niveau de l'école a un double impact. D'abord, il y a l'environnement qui est agréable, qui fait que les élèves restent plus longtemps au niveau des écoles. Et aussi, il y a la conscience environnementale que les élèves développent. Dans cette politique environnementale, les eaux et forêts n'excluent pas de faire des pépinières scolaires, mais aussi de reboiser dans toutes les écoles du département de Mbour. Abdourahmane Diallo qui referme les portes de Quartier Vert à la semaine prochaine. Santé Salimata Ao. Bienvenue. L'arthrose, une maladie articulaire très fréquente. Les premiers symptômes apparaissent généralement à partir de 40-50 ans, mais la maladie commence souvent bien plus tôt dans la
la vie. Mohamedou Moustapha Seck, kinésithérapeute. C'est une dégénérescence du cartilage de conjugaison qui souvent est due à un vieillissement osseux. Mais je signale qu'il a été démontré chez les jeunes adultes les signes arthrosiques. Les signes de la maladie arthrosique varient selon l'articulation concernée. Dans tous les cas, le motif principal de consultation est la douleur associée à une gêne fonctionnelle. Les symptômes les plus fréquents, ce sont entre autres la douleur. Cette douleur-là peut être une douleur mécanique ou une douleur inflammatoire. Il faut coter la douleur, il faut aller chercher les éléments caractéristiques de la douleur. Qu'est-ce qui aggrave la douleur? Qu'est-ce qui soulage la douleur? La fréquence de la douleur, l'intensité de la douleur, ainsi de suite. Pour le traitement, la kinésithérapie est souvent indispensable car elle permet de repousser très loin la survenue de l'ankylose articulaire. Mohamedou Moustapha Seck, kinésithérapeute. Dans le traitement kinésithérapie, nous distinguerons l'arthrose d'origine mécanique et l'arthrose d'origine inflammatoire. Si le syndrome est mécanique, il y a le plus souvent la chaleur des compresses chaudes qui sont préconisées, en plus des massages de la zone, en tout cas, ou de l'articulation avec quelques techniques de massage qui sont appropriées. Il y a aussi ce qu'on appelle les mobilisations articulaires pour entretenir l'articulation. Vous savez, l'articulation, elle est faite pour bouger. Et en cas de syndrome arthrosique, le malade ne bouge pas son articulation, ce qui va entraîner des rébères articulaires et plus tard un gonflement de l'articulation. Et le fait de mobiliser l'articulation en actif et en passif, en actif aidé, va permettre à l'articulation de renouveler ses structures au niveau du cartilage de conjugaison. Il y a éventuellement un traitement à base d'électrothérapie à courant avec un courant antalgique ou un courant endomorphinique en fonction de la durée de la douleur. À l'origine de l'arthrose interviennent de nombreux facteurs, souvent mal connus. L'obésité ou le simple surpoids est sans aucun doute un facteur favorisant l'apparition de la maladie au niveau des hanches et surtout des genoux. C'était tout pour Bonne Santé. Rendez-vous demain pour un autre numéro. Chronique du jeudi que nous allons retrouver tout à l'heure. Abdoulaye Ndiaye l'a signé. Nous l'écoutons. C'est comme si, en effet, au vu des rumeurs qui circulent, on voulait réduire le statut de chef de l'opposition aux seuls avantages financiers conséquents aux importants moyens matériels qu'il pourrait procurer. Le risque serait alors d'en faire une nouvelle institution, une de plus budgétivore. Ce serait non seulement réducteur pour la fonction, mais irrespectueux pour des populations faisant face à des besoins sociaux pour lesquels l'État est interpellé. Mieux, en inscrivant le principe de reconnaissance d'un chef de l'opposition dans notre loi fondamentale révisée, il ne devait s'agir que d'un souci de moderniser notre vie nationale, d'y amorcer un espace de dialogue entre pouvoir et opposition. On introduirait ainsi, dans nos mœurs politiques, une culture démocratique dans la pure tradition anglo-saxonne, celle qui fait d'un premier opposant dans un système républicain l'interlocuteur privilégié des tenants du pouvoir. Il a une place dans l'ordre protocolaire d'État, peut être reçu à chaque fois que nécessaire par les autorités associées à la réflexion autour des grands sujets d'intérêt national. Qu'un tel personnage reçoive des fonds de fonctionnement, prélever des ressources publiques dans les limites du raisonnable, c'est de l'ordre du normal. Ce qui ne serait pas normal, c'est de voir ces fonds apparaître comme une instrumentalisation, une tentation à la nomadisation politique ou simplement le moyen de s'aborder une opposition nationale par la stratégie de la division. Surtout que pour ce qui est du statut d'opposant, notre pays semble bien en retard par rapport à certains autres de la sous-région. Au Mali, le chef de la minorité, reconnu à l'Assemblée, à rang de vice-président, jouit de prérogatives, dont celle de présenter un rapport parfois très critique au président de la République sur le respect ou la violation des attributs de l'opposition parlementaire. En Guinée, c'est ce même principe qui fonde le statut du chef de l'opposition. Il peut être consulté et vient après les institutions républicaines au plan protocolaire. Aussi dans notre pays, s'y est inscrite dans notre constitution la garantie de l'opposition de s'acquitter de sa mission, de ses devoirs, de ses droits et ceux d'un chef. Ne sommes-nous pas jusqu'ici restés au niveau de considération générale? Entendre le président Sall dans un entretien dire attendre que son opposition soit prête pour avancer dans ce domaine, serait-ce une façon de retarder la reconnaissance d'un leader ou manquer de critères politiques objectifs qui en déterminent le profil? Nous pensons in fine que c'est là une particularité sénégalaise, qui est de projeter toute grande décision à prendre, tout changement majeur, dans des débats interminables.
Ils sont, ces débats, généralement caractérisés par des tonalités de haine, de suspicion, bref, d'adversité sans commune mesure entre acteurs. Il reste à souhaiter que la question soit tranchée par l'actuel dialogue politique aux allures intermittentes. RFM, l'invité. 22h40, l'invité de RFM Soir, Seynabou Pouy, présidente des femmes africaines pour le développement FADEV. Elle répond aux questions de Jo Maroun. Seynabou Pouy, bonsoir. Bonsoir, monsieur Maroun. Vous êtes la présidente de Femmes africaines actives pour le développement à FADEV. Et FADEV qui initie ce qu'on appelle un programme de formation, d'initiation au premier secours. Dites-nous, Seynabou, pourquoi ? Alors, la FADEV aujourd'hui réfléchit à la question du développement et de l'émancipation de la femme, certes, de la responsabilité de la jeunesse aussi, mais à côté de ça, réfléchit à la question de la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué quand même qu'il y a beaucoup d'accidents qui se passent de façon déjà dans la rue, domestique aussi, dans les maisons. Et FADEV, aujourd'hui, qui travaille avec les GPF, les groupements de femmes, dans quand même pas mal de régions, pense aussi à la sécurité de ces femmes braves, actives, qui s'activent au quotidien dans leurs métiers différents. Et ces métiers aussi qui peuvent être source de problèmes, qui peuvent être des sources d'accidents aussi. Donc, on s'est dit pourquoi pas. On s'est posé cette question. Ça, c'était la première, mais celle qui a beaucoup plus accentué cela vient d'une expérience personnelle. Et je pense que peut-être que chacun a vécu ou a eu à vivre quand même une expérience de ce genre où on se sent vraiment impuissant et incapable d'aider. Et comme je dis, c'est un sentiment que je ne souhaite à personne. Et quelle est cette expérience? Alors, je descendais du travail et malheureusement, je suis tombée sur une dame qui voyageait à travers les clans d'eau, puisqu'on est à Dakar. Et en descendant du clan d'eau, elle a fait un faux pas, elle est tombée. Alors, quand elle est tombée, elle s'est fendue la lèvre. Alors, c'était un cas qui n'était pas vraiment extraordinaire. Mais sur le coup, il y avait la panique. Donc, tout le monde s'est précipité. Moi aussi, pareil. Donc, je me suis rendu compte que la majeure partie des personnes qui se sont précipitées ne pouvaient pas forcément aider. En fait, ne pouvaient même pas aider. Ça, c'était la première. Personne ne pouvait assister, c'est ça. Elle voulait, mais ces personnes-là ne pouvaient pas. Exactement. Donc, il a fallu l'amener à l'hôpital. Donc, quand je l'ai amené à l'hôpital, pour l'assistance aussi, il fallait payer. Et des fois, dans des situations d'urgence, on ne se rend pas compte de ce qu'il y a déjà. On ne sait pas si la personne est sortie avec de l'argent. On ne sait pas si la personne a oublié son sac dans le problème, et que la personne qui veut aider humainement, parce que c'est un geste humain, va se précipiter et aider, sans pour autant savoir peut-être ce qui se passe derrière. Alors tout ça a été des questions quand même que je me suis posées, et je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui initier une journée d'aide, je dirais, parce que c'est une journée d'aide, d'entraide et de solidarité communautaire d'abord. Essayer d'initier des personnes aux gestes de premier secours. Ce n'est pas forcément les former à être des secouristes, les former à être des professionnels. Parce qu'il y a les sapeurs-pompiers qui jouent ce rôle-là. Chacun fait son travail, exactement. Mais que ça soit vraiment un acte de citoyenneté, je veux dire, qu'on soit capable d'aider en attendant que les professionnels qui sont à même de faire leur travail viennent et qu'ils puissent aider. En fait, c'est de là qu'est partie cette vraiment initiative, et nous comptons le faire un peu partout dans le Sénégal. On commence avec Fatick. Et Fatick, pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a tellement d'accidents qui se passent sur cette zone-là. Exactement. Est-ce que c'est ça qui explique un peu ce choix de Fatick? Alors, je dirais oui et non, parce que moi, je suis originaire de Kaolack, mais ma mère est originaire de Fatick. Et ma mère, c'est la personne vraiment qui est ma boussole. C'était pour moi la façon vraiment de lui rendre hommage, de faire cela à Fatick, parce que cette formation quand même va regrouper les 16 communes de la région de Fatick et former quand même plus d'une 50aine de personnes aux gestes de premier secours qui n'ont pas forcément la possibilité de payer pour avoir ces formations, qui ne sont même pas sensibilisés aux gestes de premier secours, ce qui est très grave. Et la majeure partie des participants habitent dans ce tronçon, disons, qui est devenu un tronçon mortel malheureusement, la route de Fatick-Kaolack. Alors, cette formation permettra quand même d'avoir peut-être des relais
je dirais, dans les villages environnants. Avant même que les secours n'arrivent, il y a des gens qui pourront peut-être intervenir et aider. En fait, on y va dans ce sens, ce qui va initier la caravane nationale d'initiation aux gestes de premier secours, qui va sillonner un peu les régions, mais vraiment le monde rural, parce que aussi c'est vraiment le domaine de prédilection de la FADEV, pour aider, sensibiliser aussi pour les gestes de premier secours, montrer les choses, parce qu'on a nos us et coutumes aussi. On a nos croyances, des fois, qui ne sont pas favorables à la santé et au bien-être de la personne. Je dis quelque chose, quelqu'un qui saigne pourrait peut-être se faire un garrot, ou bien quelqu'un à côté pourrait lui faire un garrot, ou bien un serpent tout mort, tu pourrais peut-être faire... Mais au moins, si nous, on peut sensibiliser les gens et leur dire que voilà, vous pouvez être aidés, vous pouvez faire ça par rapport à un cas d'urgence donné, en attendant que les secours arrivent, comment appeler les premiers secours, comment aider, comment réanimer. Ça, c'est des choses que je dis que tout le monde, tout Sénégalais, devrait pouvoir maîtriser. Vous n'êtes pas spécialiste dans le domaine. Avec qui vous faites cette formation? Alors, avec la Croix-Rouge sénégalaise, vraiment, qui est le leader, la Croix-Rouge internationale, je le précise, est vraiment le leader dans cela, et vraiment qui ont loué le geste, parce que ça rentre dans leur je dirais, dans leur cible, dans leur slogan, dans leur objectif, à savoir, dans chaque ménage, un secouriste. Dans chaque maison, un secouriste. Et donc, je pense que même si on ne parvient pas à faire que tout le monde ait chez lui quelqu'un qui peut le secourir, mais au moins dans un rayon de 100 mètres, qu'on soit sûr qu'il y a quelqu'un au moins qui peut agir en cas de détresse, en attendant que les sapeurs-pompiers ou bien les personnes habilitées arrivent, en fait. En voyant tous ces accidents qui se passent aujourd'hui sur nos routes, souvent, vous voyez des personnes, au lieu de venir secourir, prennent des photos, en fait. Et ça, c'est Qu'est-ce vraiment... que vous dites par rapport à Alors ça? c'est ça aussi fait partie des plaidoyers que nous comptons vraiment porter avec cette campagne qui s'appelle « Secourir est mon premier geste ». Alors, pourquoi secourir est mon premier geste? Parce qu'en cas de problème, moi, en tant que citoyen, en tant qu'être humain, je devrais penser à un geste d'aider plutôt qu'un geste de prendre un selfie ou voilà. Donc la campagne aussi va dans ce sens-là, de sensibiliser et de responsabiliser quand même la jeunesse sénégalaise, parce que c'est notre rôle aussi au niveau de la FADEV de faire véhiculer ce plaidoyer et d'aider au maximum. Est-ce que les moyens sont là pour faire ce travail-là? Il faut des moyens humains, il faut des moyens financiers, il faut combien? Il faut quoi, par exemple, pour faire ce travail-là? Alors, pour faire ce travail-là, il faut les moyens financiers, il faut les moyens humains. Ça, c'est clair, c'est quelque chose qui est là. Cependant, ça ne doit pas être un frein, et ça n'est pas un frein pour nous, parce que depuis, on travaille avec ce qu'on a, parce qu'on est dans le volontariat. Nous, on prône le volontariat. Vraiment, ce qu'on veut, ce qu'on montre, c'est de tant qu'on peut faire du bien, qu'on le fasse. Même si on n'a pas les moyens, qu'on essaie au moins, et que si les moyens nous trouvent, ça va être encore plus impactant. Donc aujourd'hui, les moyens ne sont pas là. Je dirais qu'on se débrouille. Mais alhamdoulilah, moi je suis rassurée par cette équipe de jeunes, parce que c'est des jeunes, je travaille avec des jeunes hommes et femmes, et avec les mamans aussi en même temps. Mais cette équipe, cette association, cette équipe vraiment qui a des principes basé sur l'entraide, sur le volontariat, mais surtout aussi sur la détermination. C'est-à-dire que lorsqu'on se dit qu'on doit faire ça et que ça doit avoir un impact social, ça devient une priorité surtout. On regarde les moyens peut-être après. Maintenant, si les gens aident, ou bien parce qu'il y a toujours des personnes qui sont vraiment bienveillantes, qui voient et qui disent, bon, nous, on veut faire ça, on peut aider, comment on peut aider? Il y a aussi des organisations, les ONG, etc., la Croix-Rouge en étant, parce que c'est eux, ils ont eu cette réaction, peut-être parce que ça rentre aussi dans leur corde. Mais voilà, nous, vraiment, ce qu'on veut, même si cette action est reprise partout, nous, on se dit qu'on a atteint notre objectif, parce que l'idée, c'est vraiment que ça soit dupliqué, que les gens puissent le faire, que si on a les moyens de le faire pour tout le monde, tant mieux. Mais s'il y a d'autres personnes qui peuvent le faire aussi, aller dans ce sens-là, ce qu'on recherche vraiment, c'est l'impact derrière, qu'au moins au Sénégal, que les gens puissent être sensibilisés sur l'importance des gestes de premier secours, et aussi puissent être au moins formés sur ça. Ça, c'est vraiment l'objectif. Vous parlez de campagne nationale. À l'issue de vraiment cette campagne, de cette tournée que vous allez faire, qu'est-ce que vous attendez concrètement comme résultat, en fait? Alors, ce qu'on attend comme résultat, après avoir sensibilisé ces personnes, c'est vraiment de quantifier les personnes qui ont été sensibilisées, mais derrière, qu'il y ait soit
cet aspect d'insertion professionnelle, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne font pas grand-chose, qui font rien. Surtout tout le monde est en ville. Et nous, notre campagne va viser les villages les plus reculés. Le monde rural surtout, quoi. Le monde rural surtout. Alors, aujourd'hui, on vise à faire une campagne d'initiation gratuite. C'est des journées d'initiation gratuite. Mais au-delà de ça, les jeunes qui sont formés peuvent aujourd'hui soit intégrer la Croix-Rouge en tant qu'agent volontaire, ou bien être à même de pouvoir être des relais et voir comment, avec la communauté ou bien avec la commune ou avec le chef de village, comment faire pour se rémunérer. Parce que ça aussi, ça fait partie, nous, des modèles économiques qu'on propose. On travaille dessus tous les jours avec les groupements de femmes. Donc, quand on encadre les groupements de femmes, on fait toujours de telle sorte que ces groupements de femmes, c'est les jeunes de la localité qui les prennent en charge. Donc, ça fait partie de nos modèles. Donc, le secourisme aussi, ce sera la même chose. C'est-à-dire aujourd'hui, au-delà de toucher les gens sur le secourisme, de les former, de pouvoir aussi en faire un moyen pour eux de rémunération. C'est fort possible. Et de pouvoir aussi, au-delà de ça, surtout les responsabiliser. Parce qu'on a besoin aujourd'hui de vraiment responsabiliser notre jeunesse. Parce que nous-mêmes, on est des jeunes. Donc, on a vraiment besoin de partager cela et que les gens sachent que ce n'est pas parce qu'on n'a pas les moyens qu'on ne doit pas faire ou on ne peut pas faire. La dernière question, Seynabou Pouye, si vous avez un message à lancer à cette jeunesse aujourd'hui qui nous suit, à ces femmes qui nous suivent, ça devrait être quoi? Moi, mon slogan, c'est « Never give up ». En français, on le dit « Je ne lâche rien », on ne lâche rien. On travaille avec, c'est notre mindset, c'est comme ça qu'on travaille. « Never give up » et « Alhamdulillah for everything », c'est-à-dire on dit « Alhamdulillah » pour tout ce qu'on a, parce que le fait d'être là, de respirer, de pouvoir aller et venir sans problème, déjà ça, c'est une bénédiction. Alors, que faire pour le rentabiliser? C'est ça qui est la question. Et c'est ça que les jeunes devraient se poser, en fait, au lieu de... Voilà. C'est vrai, au Sénégal, les gens hésitent à secourir en cas d'accident souvent. Effectivement. Alors, la question là est sortie aussi, ce qui amène aujourd'hui à des ateliers qu'on fera après, avant la caravane ou bien pendant même la caravane, des ateliers de concertation pour voir légalement qu'est-ce qu'il est possible de faire légalement en cas de problème, qui peut intervenir, qui doit intervenir et quand il intervient, c'est à quel niveau. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas des professionnels, c'est juste des personnes qui sont initiées et qui se retrouvent malheureusement à un instant malheureux, à une place malheureuse et devraient aider quelqu'un. Donc ça ne veut pas dire que c'est des personnes qui sont à même peut-être professionnellement de le faire. Donc légalement, il faudrait aussi les protéger pour voir en cas de problème qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc toutes ces questions-là, on va les étudier. Et quand on amène les gens aussi au niveau des instances des hôpitaux, la prise en charge et tout ça, on essaiera vraiment de creuser là-dessus avec les personnes, les parties prenantes qui sont vraiment leur domaine, que ce soit légal, que ce soit civil, etc., qui vont voir la question et essayer quand même d'en sortir quelque chose de bénéfique pour tout le monde. Seynabou Pouye, présidente de Femmes africaines actives pour le développement FADEV, notre invitée, je vous remercie. Merci beaucoup.